Malgré sa douleur et son prix de Natacha s'emballait avec l'espoir désespéré que les parents de son mari, en qui elle avait eu confiance autrefois, l'aideraient à s'occuper de ses enfants. À cet instant, son besoin de soutien était écrasant et elle tendit la main, priant pour que quelqu'un se tienne à ses côtés dans cette heure sombre. Les mains tremblantes, Natacha composa le numéro des parents de son mari, s'accrochant à la conviction que la loyauté familiale pouvait triompher de l'adversité. Sa voix tremblait tandis qu'elle expliquait son état critique et implorait de l'aide pour les jumeaux. Elle se souvint des moments passés où la famille s'était ralliée autour d'elle et espérait maintenant désespérément que les anciens liens ne se briseraient pas face à son épreuve. Les lumières stériles de la chambre d'hôpital semblaient se moquer de sa vulnérabilité et chaque seconde sans réponse ressemblait à une éternité remplie à la fois de peur et d'espoir de compassion. À l'autre bout du fil, la réponse que Natacha reçut fut un coup qu'elle n'aurait jamais imaginé. Les parents de son mari, Raymond et Evelyne, répondirent avec une indifférence sèche et des mots durs. « Nous avons nos propres vies. Natacha, nous ne sommes pas là pour faire du babysitting. » Ricana Evelyne, rejetant sa demande sans la moindre trace d'empathie. Le ton froid de Raymond résonna à travers l'appel. « Tu as toujours été un fardeau et maintenant tu montres ton vrai visage. » Leur rejet insensible, ponctué par leur projet d'assister à un concert le soir même, brisa le cœur de Natacha. La trahison était profonde et chaque mot était comme un poignard dans son âme blessée. Le choc de leur rejet plongea Natacha dans un mélange de désespoir et de colère sourde. Alors qu'elle gisait dans son lit d'hôpital, la douleur et la trahison se mêlaient dans ses pensées, lui laissant un goût amer d'injustice. Elle se souvint de tous les sacrifices qu'elle avait faits pour sa famille et maintenant, au moment le plus vulnérable, elle se sentait complètement abandonnée. Son esprit rejouait chaque phrase blessante, chacune résonnant dans la chambre stérile. L'humiliation d'être qualifiée de fardeau la rongeait, mais sous le chagrin, une détermination silencieuse commença à naître, une résolution de retrouver sa dignité et d'exercer une vengeance mesurée. Dans la salle d'opération, alors que les douces paroles de l'anesthésiste la plongeaient dans l'inconscience, le cœur de Natacha battait d'un mélange de peur et de résolution. L'opération était risquée et l'environnement stérile contrastait vivement avec la tempête qui faisait rage en elle. Même si l'équipe médicale travaillait sans relâche pour la sauver, l'esprit de Natacha tissait déjà des plans de vengeance. La trahison de Raymond et Evelyne s'envenimait en elle, promettant qu'elle ne serait pas éternellement la victime de leur cruauté. Au milieu des bips des moniteurs et des murmures rassurants, une petite étincelle de défi prit racine dans son âme. Quand Natacha se réveilla dans la salle de réveil, la douleur irradiait dans son corps, mais la douleur émotionnelle était encore plus vive. Alors que le brouillard de l'anesthésie se dissipait, la cruelle réalité de l'indifférence de ses beaux-parents revint à sa conscience avec une clarté brutale. L'inquiétude douce de l'infirmière ne suffit guère à apaiser son esprit blessé. Chaque moment de sa convalescence était hanté par le souvenir de leur rejet insensible. Pourtant, dans les heures calmes du petit matin, alors qu'elle reposait appuyée contre des oreillers, un plan commença à se former, un moyen de transformer sa douleur en force et de leur faire comprendre le sens de la trahison et de l'injustice. Les souvenirs du passé se mêlaient au présent, alors que Natacha se rappelait les années qu'elle avait consacrées à soutenir la famille de son mari. Elle avait ouvert son cœur et sa maison, offrant une aide financière et un soutien émotionnel en temps de crise. Sa gentillesse était inébranlable, même quand elle semblait peu appréciée. Maintenant, alors qu'elle faisait face à la dure réalité de son état actuel, Natacha réalisa que sa générosité avait été exploitée. La morsure de l'ingratitude et la douleur d'être rejetée au moment où elle avait le plus besoin d'aide la poussèrent à l'action. Elle jura en silence que la cruauté qui lui avait été infligée ne resterait pas sans réponse. Dans les jours qui suivirent son opération, la convalescence de Natacha s'accompagna d'une résolution croissante. Chaque pas douloureux hors du lit renforçait sa détermination à reprendre le contrôle de sa vie. Avec les jumeaux placés temporairement dans une famille d'accueil, elle commença à recueillir des informations sur ses beaux-parents. Natacha découvrit des dossiers financiers, des titres de propriété et des exemples passés de leur comportement égoïste. Les preuves d'exploitation et de négligence étaient accablantes, et elle réalisa que la justice pourrait être atteignable si seulement la vérité était révélée. Avec chaque preuve qu'elle compilait, son plan de vengeance devenait plus précis et imparable. Le parcours de Natacha de victime à vengeresse ne fut ni soudain ni impulsif. Ce fut un processus lent et calculé, né de mois de planification silencieuse. Elle demanda conseil à des amis de confiance et consulta discrètement des experts juridiques qui confirmèrent qu'elle avait des droits sur divers biens. Chaque conversation, qu'elle soit chuchotée en confiance ou échangée lors d'appels téléphoniques discrets,
fortifiait sa résolution. Son cœur autrefois fragile se durcit pour devenir quelque chose d'acier et de déterminé. La trahison qu'il avait autrefois brisée alimentait désormais son ambition. Elle exposerait Raymond et Evelyne pour les personnes sans cœur qu'ils étaient vraiment, et elle le ferait d'une manière qui les laisserait face aux conséquences de leurs propres actions. Natacha commença son plan en engageant un avocat réputé dont l'expertise calme la rassura sur le fait que la justice était à sa portée. Ensemble, ils épluchèrent les documents juridiques et découvrirent des failles dans les contrats régissant les biens et les transactions financières. L'avocat expliqua comment certains actifs pouvaient être récupérés ou réaffectés, et Natacha écouta attentivement, l'esprit bouillonnant de possibilités. Chaque mot de l'avocat allumait une étincelle d'espoir qu'elle pourrait renverser la situation. Déterminée à récupérer ce qui lui revenait de droit, elle documenta méticuleusement chaque détail des méfaits de ses beaux-parents, préparant un dossier qui exposerait finalement leur vraie nature et garantirait qu'ils subissent les répercussions de leur trahison. Avec des conseils juridiques en main, Natacha agit rapidement pour garantir ses droits. Elle apprit que certaines propriétés, que les parents de son mari supposaient être les leurs par défaut, étaient en fait partiellement à son nom en raison d'accords financiers antérieurs. Cette découverte fut une révélation qui alimenta ses plans de vengeance. Natacha entama méthodiquement des procédures pour revendiquer la propriété de ses biens. Chaque formulaire juridique signé et chaque document déposé devint un tremplin vers le démantèlement du pouvoir que ses beaux-parents avaient sur leur vie. Sa calme détermination face à une telle trahison était à la fois glaçante et inspirante, et chaque pas en avant était une petite victoire contre ceux qui l'avaient autrefois qualifié de fardeau. Dans un geste audacieux pour exposer publiquement la cruauté de Raymond et Evelyne, Natacha se tourna vers les médias sociaux. Elle créa une publication touchante détaillant son calvaire, exposant soigneusement la série de trahisons et d'injustices qu'elle avait subies. La publication, rédigée dans un langage clair et simple, toucha une corde sensible chez d'innombrables lecteurs qui sympathisèrent avec sa lutte. Dans la publication, Natacha inclut des captures d'écran de messages textes méprisants et des extraits de conversations téléphoniques insensibles. « J'ai fait confiance à mes beaux-parents, et ils m'ont abandonné quand j'avais le plus besoin d'eux », écrivit-elle. L'histoire se propagea rapidement, avec des partages et des commentaires affluents de personnes qui reconnaissaient la douleur de la trahison dans ses mots. Alors que la publication en ligne de Natacha devenait virale, la réaction du public fut rapide et implacable. Des étrangers, des amis et même des parents éloignés se rallièrent derrière elle, condamnant le comportement insensible de ses beaux-parents. La communauté numérique devint une force pour la justice, avec des hashtags et des sujets tendances centrés sur son histoire. Les médias commencèrent à reprendre le récit, amplifiant les voix de ceux qui avaient subi des trahisons similaires. Les commentaires affluèrent, l'exhortant à prendre d'autres mesures et lui promettant leur soutien. L'empathie écrasante du public et l'indignation collective enhardirent Natacha. La femme autrefois isolée se retrouva désormais au centre d'un mouvement pour la responsabilité et l'équité. L'exposition virale commença à avoir des effets tangibles sur la vie de Raymond et Evelyne. Leur stabilité financière s'effondra alors que créanciers et anciens amis prenaient leur distance, ne voulant pas être associés à leur comportement froid. Les conversations nocturnes entre eux deux révélaient une panique et un regret croissant alors que leurs actifs diminuaient. « Nous pensions avoir le contrôle », marmonna Raymond lors d'une discussion animée, la voix tremblante d'incrédulité. Le comportement habituellement posé d'Evelyne laissa place à une attitude défensive frénétique. L'humiliation publique avait non seulement terni leur réputation, mais avait également attiré un examen juridique. Le monde du couple, autrefois sûr et confiant, vacillait maintenant au bord de l'effondrement. Désespérés de sauver leur vie en ruine, Raymond et Evelyne tentèrent de contrer les dégâts. Ils organisèrent des réunions avec des amis et des associés, essayant de déformer le récit et de dépeindre Natacha comme ingrate et intrigante. Mais chaque tentative d'inverser la tendance ne fit qu'approfondir le dédain du public à leur égard. Lors d'une conversation particulièrement houleuse, Evelyne cria. « Elle nous a tous ruinés !» Tandis que Raymond ne pouvait que rester silencieux, vaincu par le poids de leurs méfaits. Leurs tentatives frénétiques de déni furent accueillies par un jugement encore plus sévère de la communauté. Les appels autrefois ignorés de Natacha s'étaient transformés en un appel retentissant à la justice, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Natacha organisa bientôt une rencontre en personne avec ses beaux-parents, une confrontation qui se préparait depuis des mois. Dans une salle de conférence louée, à l'abri des regards indiscrets, elle présenta les preuves de leur négligence et de leur trahison. « Vous m'appelez un fardeau, pourtant vous vous êtes chargé de culpabilité et d'irresponsabilité, dit-elle fermement, la voix stable malgré la douleur.
Raymond essaya d'intervenir, mais l'attitude calme et déterminée de Natacha le fit taire. La conversation dégénéra en une confrontation verbale intense, chaque partie exprimant de vieux griefs et des ressentiments tacites. Les mots de Natacha coupèrent profondément, et pour la première fois, ses beaux-parents durent affronter les conséquences de leurs actes. Dans un dialogue bref mais chargé d'émotions avec sa meilleure amie, Maria, Natacha révéla la profondeur de son chagrin et de sa résolution. « Je leur ai tout confié, et ils m'ont payé en retour avec de la cruauté », confia Natacha. Ses yeux brillaient de larmes qui s'étaient depuis longtemps séchées pour devenir une détermination d'acier. Maria écouta attentivement puis dit, « Tu mérites de retrouver ta dignité. Il est temps qu'ils apprennent que la trahison a un lourd prix. » Cette conversation marqua un tournant, une validation de la décision de Natacha de se défendre. Avec une force renouvelée et un plan d'action clair, elle jura que plus personne ne la qualifierait jamais de simple fardeau. Lors de rencontres ultérieures, Raymond et Evelyne tentèrent de se défausser de leurs responsabilités et de minimiser leur rôle dans la souffrance de Natacha. Lors d'un dîner de famille tendu organisé par des connaissances communes, ils rejetèrent ces allégations avec des expressions suffisantes. « Tu exagères, Natacha », insista Raymond, tandis qu'Evelyne ajoutait, « Ce n'était qu'une nuit, tu fais une montagne d'une taupinière. » L'atmosphère était lourde de colère refoulée et de ressentiment croissant. La réfutation calme de Natacha, « Je vous ai fait confiance, et vous m'avez laissé tomber quand j'avais le plus besoin de vous », résonna puissamment auprès des personnes présentes. La conversation, bien que brève, laissa une marque indélébile sur tout le monde, préparant le terrain pour ce qui allait devenir un règlement de compte encore plus décisif. Alors que la campagne de Natacha pour la justice prenait de l'ampleur, elle intensifia ses efforts en se plongeant plus profondément dans les stratégies juridiques et financières. Chaque document, chaque conversation enregistrée et chaque détail négligé de leur mauvaise gestion furent méticuleusement compilés. Natacha forgea des alliances avec des experts capables d'exposer les couches de tromperie que ses beaux-parents avaient construites au fil des ans. Ces enquêtes révélèrent des irrégularités longtemps cachées dans les titres de propriété et les transactions bancaires. À chaque révélation, le dossier contre Raymond et Evelyne se renforçait, se transformant d'une vendetta personnelle en une bataille juridique à grande échelle. Sa quête incessante de vérité et de responsabilité promettait de laisser ses beaux-parents non seulement honteux, mais aussi face à toute la force de la loi. Puis vint le rebondissement que personne n'avait vu venir. En fouillant dans les dossiers financiers, Natacha découvrit un compte d'investissement secret lié à ses beaux-parents, une somme qu'ils avaient cachée, espérant qu'elle assurerait leur avenir. Au lieu de simplement laisser cette preuve en suspens, Natacha conçut un plan audacieux. Avec l'aide de son avocat, elle fit geler le compte, s'assurant que chaque centime serait utilisé pour régler les dettes et couvrir les frais de leurs méfaits. La manne inattendue, autrefois symbole de leur cupidité et de leur tromperie, devint la pierre angulaire de l'acte de vengeance ultime de Natacha, retournant leur propre richesse contre eux. Avec le compte secret en sa possession, Natacha exécuta un coup de maître en matière de manœuvres juridiques et financières. Les fonds furent redirigés pour régler de nombreuses créances, dépouillant ainsi Raymond et Evelyne de leurs actifs restants. Au tribunal, le juge reconnut les preuves manifestes d'exploitation et accorda à Natacha le contrôle total des propriétés contestées. Le drame judiciaire, empreint de silence tendu et de choc, marqua un tournant spectaculaire. Ses beaux-parents, autrefois si confiants dans leur capacité à manipuler les autres, faisaient maintenant face à l'amère réalité de leur chute. L'équilibre du pouvoir avait basculé, et la justice, sous la forme de victoires juridiques indéniables, avait été rendue d'une manière à la fois calculée et poétique. Alors que les batailles juridiques touchaient à leur fin, les répercussions sociales pour Raymond et Evelyne s'intensifièrent. Leur image publique était en ruine, et leurs anciens alliés prirent complètement leur distance. Le couple se retrouva ostracisé par la communauté même qui les avait autrefois admirés. La transformation de Natacha, de patiente désespérée en une force redoutable pour la justice, faisait l'objet de conversations feutrées dans tous les cercles sociaux. Ils ne s'attendaient jamais à ce qu'elle se défende si férocement, murmuraient des connaissances. L'humiliation qu'ils endurèrent fut aggravée par la perte de confiance et de respect. Leur vie autrefois confortable s'était effondrée, les laissant affronter la dure réalité de leur propre fabrication, tandis que Natacha en sortait plus forte que jamais. Des mois passèrent, et la vie de Natacha s'épanouit de manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Sa guérison ne fut pas seulement physique, mais aussi émotionnelle et financière, car les règlements juridiques et les actifs redirigés lui permirent d'assurer un avenir pour elle-même et ses jumeaux. Chaque jour qui passait, les blessures de la trahison guérissaient lentement,
remplacé par un sentiment croissant d'autonomie et d'épanouissement. Le retour spectaculaire de Natacha devint un symbole d'espoir pour ceux qui avaient été lésés, et son histoire se propagea au loin. Son parcours du désespoir au triomphe était un témoignage de la force de l'esprit humain et du châtiment inévitable de ceux qui choisissent la cruauté plutôt que la compassion. Lors d'un rassemblement public organisé par des leaders communautaires pour célébrer la résilience et la justice, Natacha monta sur scène et partagea son histoire. D'un ton clair et mesuré, elle raconta les moments douloureux de la trahison et le parcours ultérieur vers la vengeance. Le public écouta dans un silence religieux, ému par son honnêteté et sa détermination. On m'a autrefois qualifié de fardeau, mais aujourd'hui je me tiens devant vous comme la preuve que la justice prévaut. Déclara-t-elle. Ces mots, remplis d'émotions brutes et de résolutions inébranlables, résonnèrent profondément. Alors que la foule éclatait en applaudissements, Natacha ressentit un profond sentiment de clôture et de justification, sachant que son combat avait inspiré beaucoup de gens à se défendre. Dans l'acte final de son long et ardu parcours, Natacha consolida sa nouvelle vie en embrassant à la fois la justice et l'espoir. Les vestiges brisés de son passé avaient été transformés en la fondation d'un avenir plus radieux. Ses anciens beaux-parents, désormais sans ressources et isolés, durent faire face aux conséquences de leur cruauté et de leur tromperie. Natacha, pleine de pouvoir et en paix, continua de s'occuper de ses jumeaux dans un foyer aimant et sécurisé, loin de l'amertume de son passé. Avec un appel à l'action sincère, elle exhorta tout le monde à aimer la vidéo, à s'abonner à sa chaîne et à partager son histoire avec des amis, afin que personne n'oublie jamais le véritable coup de la trahison et le goût sucré d'une justice longtemps attendue. Avec Jane le soir, fit-il ou simplement parlant de la vie. Ma, pourquoi faites-vous tout ça pour moi, demanda Jane une nuit, sa voix teintée à la fois de gratitude et d'incrédulité. Madame Norma sourit chaleureusement. Parce que quelqu'un a fait la même chose pour moi. Quand j'étais jeune, j'ai aussi perdu mes parents. Une femme gentille m'a recueilli et a changé ma vie. Maintenant, c'est à mon tour de faire de même pour toi. À la fin de l'année scolaire, Jane avait non seulement rattrapé ses camarades, mais était devenue la meilleure élève de sa classe. Son nom fut annoncé lors de la cérémonie de remise des prix de l'école, et alors qu'elle montait pour recevoir son certificat, elle ne put s'empêcher de chercher Madame Norma dans la foule. Quand leurs yeux se rencontrèrent, Jane vit la fierté briller sur le visage de son mentor. C'était un moment qu'elle garderait avec elle pour toujours, un témoignage du pouvoir de la gentillesse et de la résilience de l'esprit humain. Le soleil se leva sur la ville animée, ses rayons traversant les hauts immeubles qui bordent les rues. Jane se tenait devant l'imposante structure de verre de Henson International, son cœur battant contre sa poitrine. Le bâtiment reflétait son parcours, intimidant mais plein de potentiel. Elle serra la lanière de son modeste sac à main, ses doigts tremblant légèrement. Cet entretien était l'aboutissement d'années de travail acharné, une chance de prouver qu'elle avait sa place dans des espaces qui semblaient autrefois hors de portée. « Jane, tu peux le faire », se murmura-t-elle, sa voix un mélange de détermination et de nervosité. Prenant une profonde inspiration, elle poussa les lourdes portes de verre et entra dans le hall immaculé. La réceptionniste l'accueillit avec un sourire poli. « Bonjour. Vous devez être Jane. Veuillez vous asseoir. Le jury vous appellera sous peu. » « Merci », répondit Jane, sa voix ferme malgré la tempête d'émotions qui tourbillonnait en elle. Elle trouva une place près du coin, ses yeux balayant la pièce. D'autres candidats étaient dispersés, certains feuilletant leur CV tandis que d'autres répétaient leurs réponses à voix basse. Jane, cependant, choisit de se concentrer sur sa respiration, s'ancrant dans le moment présent. Quelques minutes plus tard, son nom fut appelé. Elle se leva, lissant sa jupe et priant silencieusement pour avoir de la force. Un représentant de l'entreprise la conduisit à travers une série de couloirs jusqu'à une grande salle de conférence. La pièce dégageait de l'autorité, avec une longue table au centre et 3 examinateurs à l'air sévère assis à une extrémité. « Bonjour, mademoiselle Jane. » dit un homme en costume sombre, son ton neutre mais professionnel. « Veuillez vous asseoir. »« Bonjour, monsieur, » répondit Jane, sa voix polie mais ferme. Elle prit la chaise en face d'eux, posant ses documents soigneusement organisés sur la table. Le jury échangea des regards avant que la femme au milieu, qui semblait être l'examinatrice principale, ne prenne la parole. « Jane, votre dossier scolaire est impressionnant. Première de votre classe, de multiples bourses. Il est clair que vous travaillez dur, mais Henson International valorise plus que le simple travail acharné.
Nous valorisons l'intégrité, la créativité et la capacité à réfléchir sous pression. Cet entretien testera tout cela. Jane hocha la tête, son cœur battant dans sa poitrine. Je comprends, madame. Je ferai de mon mieux. L'homme de gauche, dont l'expression était plus difficile à lire, se pencha en avant. Commençons par quelque chose de simple. Parlez-nous de vous. Jane prit une profonde inspiration. Je suis Jane, diplômée en gestion d'entreprise. Je viens d'un milieu modeste, mais j'ai toujours cru au pouvoir de l'éducation et de l'honnêteté. J'ai travaillé dur pour obtenir mes bourses, et je suis passionné par l'idée de faire une différence où que je travaille. Les lèvres de la femme esquissèrent un léger sourire. Impressionnant. Passons maintenant aux questions de mise en situation. Pendant les 20 minutes suivantes, Jane répondit à un barrage de questions difficiles. Elle resta calme, puisant dans ses expériences et son éducation pour élaborer des réponses réfléchies. Cependant, elle pouvait sentir le regard scrutateur du jury, leurs yeux sondant ses faiblesses. Puis vint la question finale. L'examinatrice principale joignit ses mains, son regard fixe. Jane, parlons de l'expérience de vie. Notre entreprise valorise les employés qui sont équilibrés et ouverts sur le monde. Alors dites-nous, combien de pays avez-vous visité? La pièce devint silencieuse, le poids de la question s'installant lourdement dans l'air. Jane cligna des yeux, momentanément prise au dépourvu. Elle savait ce qu'il faisait. C'était un piège, un test de caractère. De nombreux candidats inventeraient des histoires pour paraître plus expérimentés, mais l'honnêteté de Jane était au cœur de ce qu'elle était. Elle se redressa, rencontrant les yeux de l'examinatrice principale. « Madame, je n'ai voyagé dans aucun pays en dehors du Nigeria. » L'homme de gauche haussa un sourcil, son ton sceptique. « Aucun du tout? Pas même un pays voisin. » Jane secoua la tête. « Non, monsieur. Mes circonstances ne m'ont pas permis de voyager, mais je crois que les expériences ne se limitent pas au voyage physique. J'ai acquis une grande richesse de connaissances à travers les livres, les interactions et en m'adaptant aux défis de ma vie. » L'expression de l'examinatrice principale était indéchiffrable alors qu'elle se penchait en arrière dans son fauteuil. « Jane, réalisez-vous comment cette réponse pourrait affecter vos chances? » La plupart des candidats mettraient en avant une exposition internationale comme un atout. Jane prit une profonde inspiration. « Je comprends, madame, mais je crois aussi que l'honnêteté a plus de valeur que l'embellissement. Je ne veux pas présenter une version de moi-même qui n'est pas vraie. Ce que je peux promettre, c'est le dévouement, l'intégrité et la capacité d'apprendre rapidement. » La pièce fut silencieuse pendant un moment. L'homme de droite, qui était resté silencieux jusqu'à présent, prit enfin la parole, sa voix portant une pointe d'admiration. « Perspective intéressante. Parlez-nous davantage de la façon dont vous avez surmonté les défis. » Jane hocha la tête, sa confiance grandissant. « Quand j'ai perdu mes parents, j'ai dû reconstruire ma vie à partir de zéro. J'ai travaillé dur pour exceller sur le plan académique, pas seulement pour les notes, mais pour me prouver que je pouvais surmonter mes circonstances. J'ai fait face au rejet, à la faim et aux doutes, mais chaque défi m'a appris la résilience. C'est ce que j'apporte, une volonté d'affronter les difficultés de front et de les transformer en opportunités. » L'entretien se poursuivit pendant encore 10 minutes avant que le jury ne conclût. Alors que Jane se levait pour partir, l'examinatrice principale lui lança un long regard mesuré. « Merci, Jane, nous vous contacterons bientôt. »« Merci, madame, » répondit Jane, sa voix ferme malgré l'incertitude dans sa poitrine. La semaine suivante parut une éternité. Jane rejouait l'entretien encore et encore dans son esprit, se demandant si son honnêteté lui avait coûté l'opportunité. Mais au fond d'elle, elle ne ressentait aucun regret. Rester fidèle à elle-même valait plus que n'importe quel emploi. Quand l'appel arriva enfin, le cœur de Jane s'emballa en répondant. « Allô, est-ce bien mademoiselle Jane? »« Oui, c'est Jane à l'appareil. Ici madame Caldwell de Henson International. Nous avons le plaisir de vous informer que vous avez été sélectionné pour le poste. » Le souffle de Jane se coupa, ses yeux se remplissant de larmes. « Vraiment? Merci beaucoup, madame. »« Merci. » Madame Caldwell gloussa doucement. « Vous nous avez impressionné, Jane. Votre honnêteté et votre résilience vous ont distingué. Nous sommes impatients de vous avoir dans notre équipe. » Alors que l'appel se terminait, Jane s'affaissa sur sa chaise,
submergée par l'émotion. Elle l'avait fait, non pas en prétendant être quelqu'un qu'elle n'était pas, mais en embrassant sa vérité. Ce jour-là, l'histoire de Jane devint un témoignage du pouvoir de. Jane était assise dans son bureau spacieux, son bureau soigneusement rangé avec des rapports et des dossiers. Les grandes fenêtres en verre derrière elle offraient une vue sur la ligne d'horizon de la ville, un rappel constant du chemin qu'elle avait parcouru. C'était un après-midi calme jusqu'à ce que son téléphone sonne, rompant le silence. Elle jeta un coup d'œil à l'identification de l'appelant, ne connaissant pas le numéro, mais décida de répondre. « Allô, ici Jane. » dit-elle, sa voix calme et professionnelle. La voix à l'autre bout du fil était sèche et inconnue. « Est-ce bien mademoiselle Jane Okafor ? Nous appelons du département de police de la ville concernant une de vos parentes, madame Agatha Okafor. » Jane se figea. Sa tante. Le nom fit remonter une vague d'émotions, amertume, colère et la légère piqûre de vieille blessure. Elle s'éclaircit la gorge. « Oui, c'est ma tante. » « De quoi s'agit-il » L'officier hésita avant de continuer, son ton mesuré. « Elle a été arrêtée. Lors d'une perquisition à son domicile, nous avons trouvé des marchandises volées. Les preuves suggèrent qu'elle les recelait. Elle fait face à de graves accusations. » Les mots frappèrent Jane comme un coup de poing à l'estomac. Elle se pencha en arrière dans son fauteuil, luttant pour traiter l'information. « Des marchandises volées ? Je ne comprends pas. Ma tante n'est pas, elle ne ferait pas ça. » Jane s'interrompit, les souvenirs du traitement sévère de sa tante lui revenant en mémoire. « Nous comprenons que c'est beaucoup à encaisser, » dit l'officier, son ton s'adoucissant. « Si vous voulez plus de détails, vous devrez venir au poste. » Jane hésita. Elle n'avait pas parlé à sa tante depuis des années. La dernière fois qu'elles avaient interagi, elle avait été jetée dehors comme un déchet. Pourtant, la pensée de sa tante en prison remua quelque chose en elle. De la curiosité, de la pitié, peut-être même une parcelle de culpabilité. « D'accord, » dit-elle finalement, la voix ferme. « Je viendrai. » Le poste de police était un endroit froid et peu accueillant, avec des néons qui bourdonnaient faiblement et des murs qui semblaient absorber toute parcelle de chaleur. Jane fut conduite dans une salle d'interrogatoire où un officier lui tendit un rapport. « Comme vous le verrez ici, » commença l'officier, les marchandises volées ont été retracées jusqu'à une série de vols dans la région. Elles ont été trouvées au domicile de votre tante, cachées dans le garage. Jane feuilleta le dossier, ses sourcils se fronçant en parcourant les preuves. Des bijoux, de l'électronique et même des liasses d'argent figuraient parmi les objets listés. Mais comment a-t-elle pu ? Ma tante ne sait même pas conduire. Comment aurait-elle pu voler tout ça ? L'officier échangea un regard avec son collègue avant de parler. C'est là que ça se complique. Ses deux fils, vos cousins, sont les principaux suspects. Nous pensons que ce sont eux qui commettaient les vols. Lorsque nous avons perquisitionné la maison, ils se sont enfuis, laissant votre tante porter le chapeau. La mâchoire de Jane se serra alors que les mots s'imposaient à elle. Ses cousins, qui avaient toujours été rebelles et irresponsables, étaient maintenant des criminels. Et pire, ils avaient piégé leur propre mère pour échapper à la justice. Je n'arrive pas à y croire, murmura Jane en secouant la tête. Elle insiste sur le fait qu'elle ne savait pas que les marchandises étaient volées, ajouta l'officier. Mais les preuves sont accablantes, et à moins que ses fils ne se présentent, elle risque une longue peine de prison. Jane fut conduite à la zone de détention où sa tante était assise derrière une cloison vitrée. La femme plus âgée semblait plus petite, plus frêle que dans les souvenirs de Jane. Ses traits habituellement vifs étaient adoucis par l'épuisement, ses yeux rouges de larmes. Quand elle vit Jane, ses lèvres tremblèrent. « Jane ? Tu es venue ?» Jane s'assit lentement, ses émotions un tourbillon. « Oui, tante Agatha. La police m'a appelé. » Le visage de sa tante se décomposa alors que les larmes coulaient. « Jane, tu dois me croire. Je ne savais pas. Je ne savais pas ce que ces garçons manigançaient. Ils ont apporté ces choses à la maison. Je leur ai dit de s'en débarrasser, mais ils n'ont pas écouté. Et maintenant ils m'ont abandonné. » La gorge de Jane se serra alors qu'elle regardait la femme qu'il avait autrefois qualifiée de fardeau, maintenant réduite à supplier. « Pourquoi n'as-tu pas appelé la police quand tu as réalisé ce qu'ils faisaient ? » J'avais peur, s'exclama sa tante, sa voix se brisant. « Ce sont mes enfants,
Jane. Je ne voulais pas les voir derrière les barreaux. Je pensais pouvoir leur faire entendre raison, mais ils n'ont pas écouté. Et maintenant ils m'ont laissé pourrir ici. La poitrine de Jane se souleva alors qu'elle luttait pour maîtriser ses émotions. L'amertume qu'elle avait nourrie pendant des années luttait contre la plus faible étincelle de pitié. Te rends-tu compte de ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas seulement enfreint la loi. Ils t'ont trahi, leur propre mère. Sa tante hocha misérablement la tête, ses mains tremblant sur la table. Je sais. Je sais, Jane. Et je le mérite. C'est peut-être le karma pour la façon dont je t'ai traité. Les mots restèrent en suspens dans l'air. Jane regarda sa tante, son esprit en ébullition. Il serait si facile de s'en aller, de la laisser faire face aux conséquences de ses actes. Après tout, n'était-ce pas la même femme qui l'avait mise à la porte quand elle avait le plus besoin d'aide? Mais au fond d'elle, Jane savait qu'elle n'était pas cette personne. Au cours des jours suivants, Jane lutta avec sa décision. La nuit, elle restait éveillée, rejouant les moments de son enfance où les mots durs de sa tante l'avaient blessée au plus profond d'elle-même. Mais à côté de ses souvenirs, il y avait les enseignements de Madame Norma, qui lui avaient montré le pouvoir de la gentillesse et du pardon. Un matin, Jane prit sa décision. Elle arriva au poste de police avec un avocat, déterminé à aider sa tante à naviguer dans le processus judiciaire. Lors de leur prochaine rencontre, sa tante la regarda avec un mélange d'incrédulité et de gratitude. « Tu vas vraiment m'aider? » « Oui, » répondit simplement Jane. « Mais pas pour toi. Je le fais parce que c'est la bonne chose à faire. » Les yeux de sa tante se remplirent de larmes, et pour la première fois, Jane y vit un remords sincère. La bataille juridique fut longue et éprouvante. L'avocat de Jane travailla sans relâche pour prouver l'ignorance de sa tante concernant les marchandises volées, tandis que Jane retrouvait la trace de ses cousins, espérant les convaincre de prendre leurs responsabilités. Quand elle les trouva enfin, vivant dans un appartement délabré en périphérie de la ville, leur réaction fut tout sauf pleine de remords. « Tu veux qu'on se rende » ricana l'un d'eux, appuyé contre le cadre de la porte. « Pas question. C'est notre mère. Elle s'en sortira. » « S'en sortir » claqua Jane, sa voix s'élevant. « Elle risque des années de prison à cause de vous. Est-ce que ça vous importe seulement? » L'autre cousin haussa les épaules, son expression indifférente. On ne lui a pas demandé de cacher les affaires. Elle l'a fait d'elle-même. Les mains de Jane se serrèrent en poing alors que la colère montait en elle. Vous êtes des lâches, tous les deux. Vous ne méritez pas de l'appeler votre mère. Elle sortit en trombe, le cœur lourd de déception. Finalement, les efforts de Jane portèrent leurs fruits. L'avocat réussit à négocier une peine réduite pour sa tante, et Jane s'arrangea pour qu'elle purge sa peine dans un établissement offrant des programmes de réadaptation. Le jour où sa tante devait être transférée, Jane lui rendit visite une dernière fois. « Jane, » dit sa tante, la voix chargée d'émotion. « Je ne sais pas comment te remercier. Je ne mérite pas ta gentillesse. » Jane la regarda, son expression indéchiffrable. « Tu as raison, tu ne la mérites pas. Mais je n'ai pas fait ça pour toi. Je l'ai fait parce que j'ai refusé de laisser l'amertume me définir. » Sa tante hocha la tête, des larmes coulant sur son visage. « Je suis désolé, Jane. Pour tout. » Jane fit un petit signe de tête avant de se tourner pour partir. En s'éloignant, elle ressentit un sentiment de clôture. Sachant qu'elle s'était élevée au-dessus de son passé et avait choisi la compassion plutôt que la vengeance. Le soleil de l'après-midi brillait au-dessus du marché animé, ses rayons dorés se reflétant sur les parasols colorés qui bordaient les allées étroites. Jane traversait les étals bondés, ses talons vernis claquant doucement contre le sol inégal. Elle n'était pas là pour faire des achats, mais pour soutenir un événement de sensibilisation communautaire organisé par son entreprise. Sa présence sur le marché était un rappel du chemin parcouru. Une directrice de succursale à succès se mêlant à l'environnement même dans lequel elle avait autrefois lutté pour survivre. Alors qu'elle passait devant un étal de légumes, l'arôme familier des bananes plantains grillées lui monta aux narines, déclenchant des souvenirs qu'elle avait longtemps enfouis. Elle s'arrêta, fixant le vendeur alors qu'il retournait habilement les plantains sur la flamme nue. La vue la transporta à une époque où la faim lui rongeait l'estomac, et les repas les plus simples semblaient un luxe. Elle secoua la tête, essayant de se reconcentrer, mais c'est alors qu'elle l'entendit. Une voix. Une voix qu'elle n'avait pas entendue depuis des années.
Jane. Sa tête se tourna brusquement dans la direction du son. À quelques mètres se tenaient deux hommes, leurs vêtements délavés et leurs visages marqués par les épreuves. Il lui fallut un moment pour les reconnaître. Ils étaient plus âgés, plus minces, et dégageaient un air de lassitude, mais il n'y avait aucun doute, c'étaient ses frères. Chic. Emmanuel, murmura-t-elle, sa voix un mélange d'incrédulité et de choc. Les hommes échangèrent un regard nerveux avant de s'approcher. Chic, l'aîné, fut le premier à parler. C'est nous, Jane. Ça fait longtemps. Le cœur de Jane s'emballa. Les souvenirs de leurs paroles dures et de leurs regards indifférents refirent surface, des moments où leur cruauté avait approfondi les blessures infligées par sa tante. Elle se raidit, ses yeux se plissant. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Emmanuel baissa les yeux, se frottant la nuque. « Nous travaillons ici, au marché. Les temps ont été durs. » Jane croisa les bras, son regard acéré. « Dur ? Vous pensez que je ne sais pas ce que c'est que d'avoir la vie dure ? Après tout ce que vous m'avez fait subir, vous voulez de la sympathie maintenant ?» Chic leva les mains, son expression peinée. « Jane, s'il te plaît. Nous ne sommes pas là pour chercher des excuses. Nous savons que nous t'avons laissé tomber. Nous t'avons horriblement traité, et nous le regrettons chaque jour. » Les lèvres de Jane se resserrèrent, l'amertume qu'elle pensait avoir enterrée menaçant de remonter. « Des regrets ? Où étaient ces regrets quand j'avais besoin de vous ? Quand j'ai été mise à la porte, affamée et désespérée. Vous deux, vous m'avez tourné le dos. » Emmanuel s'avança, sa voix tremblante. « Tu as raison. C'est ce que nous avons fait. Nous étions égoïstes et stupides, et nous en avons payé le prix. La vie n'a paix. As été tendre avec nous, nous avons tout perdu. » Jane les fixa, ses émotions un tourbillon de colère, de douleur, et quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. « Que voulez-vous de moi ?» demanda-t-elle froidement. Les yeux de Chic se remplirent de larmes, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Nous ne voulons rien, Jane. Nous voulions juste te dire que nous sommes désolés. Vraiment désolés. Te voir ici aujourd'hui, voir le chemin que tu as parcouru, ça nous fait réaliser à quel point nous avons perdu en te repoussant. La gorge de Jane se serra. Elle voulait se déchaîner, leur dire que leurs excuses étaient trop peu, trop tard. Mais en les regardant vraiment, elle vit la brisure dans leurs yeux. Ils n'étaient que l'ombre des garçons fiers qu'elle avait connus, humiliés par la vie d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Elle expira profondément, le poids d'années de ressentiment pesant sur sa poitrine. « Comprenez-vous seulement ce que vous m'avez fait ? Les nuits où je me suis endormi en pleurant ? La faim ? Le désespoir ? Vous êtes resté là à regarder sans rien faire. » Chic hocha la tête, des larmes coulant sur son visage. « Nous comprenons maintenant, Jane. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous voulons arranger les choses. Si tu peux trouver dans ton cœur de nous pardonner, nous passerons le reste de notre vie à prouver que nous le pensons vraiment. » Les yeux de Jane la brûlaient, les larmes menaçant de couler. Elle se détourna, regardant le marché animé tout en luttant pour se ressaisir. Le pardon n'avait jamais été facile pour elle, pas après tout ce qu'elle avait enduré. Mais la voix de Madame Norma résonna dans son esprit, un rappel du pouvoir de la grâce et des secondes chances. Elle se retourna vers eux, sa voix plus stable qu'elle ne le sentait. « Que faites-vous maintenant, tous les deux ?» Emmanuel jeta un coup d'œil à Chic avant de répondre, « Des petits boulots, surtout. Charger des marchandises, nettoyer des étals. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est tout ce que nous pouvons faire. » Le cœur de Jane se serra. Elle pouvait voir le désespoir sur leur visage, le même désespoir qu'elle avait autrefois ressenti. Elle déglutit difficilement, sa résolution se renforçant. « Que feriez-vous si vous aviez une autre chance ? Si vous aviez un moyen de reconstruire vos vies ?» La question sembla les prendre au dépourvu. Chic fronça les sourcils. « Je ne sais pas. Mais nous travaillerions dur. Nous ferions tout ce qu'il faut. » Emmanuel hocha rapidement la tête. « Nous ne voulons pas de charité, Jane. Nous avons juste besoin d'une chance. » Jane les étudia un long moment, son esprit en ébullition. Leur pardonner n'effacerait pas le passé, mais cela pourrait changer l'avenir. Pas seulement le leur, mais le sien aussi. Elle ne voulait plus porter le fardeau de l'amertume. « D'accord,
dit-elle enfin, la voix ferme. Je vais vous aider, mais à une seule condition. Vous devez prendre cela au sérieux. Je financerai une formation professionnelle pour vous deux. Mais si vous gâchez cette opportunité, c'est fini. Pas de seconde chance. Leurs yeux s'écarquillèrent, un mélange de choc et de gratitude envahissant leur visage. Chick s'avança, la voix tremblante. Jane, nous ne méritons pas ça. Mais merci. Merci beaucoup. Nous ne te décevrons pas, la voix d'Emmanuel se brisa alors qu'il ajoutait, tu n'as aucune idée de ce que cela signifie pour nous. Nous te rendrons fiers, Jane. Jane leva une main, les arrêtant. Ne me remerciez pas encore. Prouvez-le par vos actions. Et que ce soit clair, cela ne signifie pas que tout est pardonné. Je vous donne une chance, pas une ardoise vierge. Ils hochèrent rapidement la tête, leurs expressions sincères. Nous comprenons, dit Chick. Nous ferons tout ce qu'il faut. Au cours des semaines suivantes, Jane travailla sans relâche pour organiser les programmes de formation professionnelle. Elle mit ses frères en contact avec des institutions réputées et paya leurs frais, s'assurant qu'ils avaient tout ce dont ils avaient besoin pour repartir à zéro. Pendant ce temps, elle se retrouva à réfléchir à son propre parcours. Aider ses frères ne consistait pas seulement à leur donner une seconde chance. Il s'agissait de guérir les blessures qui avaient suppuré pendant trop longtemps. Il s'agissait de briser le cycle de douleur et d'amertume qui avait défini sa famille pendant des années. Le jour où Chick et Emmanuel devaient commencer leur formation, Jane les rencontra à l'extérieur de l'institution. Ils se tenaient nerveusement, vêtus de vêtements simples mais propres, leur visage un mélange d'espoir et d'appréhension. « Vous êtes là, dit Jane, son ton vif mais gentil. C'est un bon début. Chick hocha la tête, sa voix ferme. Nous ne gâcherons pas ça, Jane. Nous le promettons. Emmanuel ajouta, c'est le début d'un nouveau chapitre pour nous. Grâce à toi. Jane les étudia, son expression s'adoucissant. Pour la première fois depuis des années, elle ressentit une lueur d'espoir pour sa famille. Bien. Ne me décevez pas, alors qu'elle les regardait franchir les portes, un sentiment de paix s'installa en elle. Le pardon n'était pas facile, mais il était nécessaire. Et à ce moment-là, Jane réalisa qu'elle n'aidait pas seulement ses frères à reconstruire leur vie. Elle reconstruisait la sienne, un acte de grâce à la fois. C'était un mercredi après-midi ordinaire. Jane était assise à son bureau, examinant une pile de rapports. Le faible bourdonnement de sa secrétaire tapant dans la pièce voisine et le doux vrombissement du climatiseur remplissaient l'espace. Alors qu'elle examinait les derniers chiffres de performance de sa succursale, son téléphone vibra sur la table. Le numéro à l'écran était inconnu. Elle hésita brièvement avant de décrocher. « Allô, ici Jane », dit-elle de son ton professionnel habituel. « Bonjour, Madame Okafor. Je m'appelle Monsieur Bennett, avocat représentant la succession de votre défunt oncle, Monsieur Edward Okafor », commença l'homme à l'autre bout du fil. Jane fronça les sourcils. Elle se souvenait à peine de la famille de son père. Après sa mort, son lien avec ce côté de la famille s'était complètement dissous. Le nom d'Edward Okafor lui semblait vaguement familier, mais elle ne pouvait pas le situer. « Je suis désolé, Monsieur Bennett, mais je ne suis pas sûr de comprendre. »« Mon oncle ?» ?»« Oui, » confirma l'avocat. « Le frère de votre défunt père, dont il s'était éloigné. Monsieur Edward Okafor était un homme d'affaires éminent ici en ville. Il est décédé récemment, et son testament vient d'être exécuté. Vous avez été nommé unique bénéficiaire de sa succession. » Jane cligna des yeux, les mots ne s'enregistrant pas au début. « Unique bénéficiaire ? Il doit y avoir une erreur. Je ne le connaissais même pas, le ton de Monsieur Bennett resta calme. Ce n'est pas une erreur, Madame Okafor. Monsieur Edward était au courant de vos difficultés et a été profondément impressionné par votre résilience et votre intégrité. Il a spécifiquement demandé que sa fortune vous soit transmise. Si vous êtes disponible, j'aimerais discuter des détails en personne. » La main de Jane trembla légèrement alors qu'elle serrait plus fort le téléphone. « C'est beaucoup à encaisser. Où devrais-je vous rencontrer ?» 1 heure plus tard, Jane se retrouva assise dans le bureau élégant et moderne de Bennett et Associés. L'avocat, un homme élégamment vêtu d'une soixantaine d'années, était assis en face d'elle avec un épais dossier sur le bureau entre eux. « Madame Okafor, commença-t-il en ouvrant le dossier.
votre oncle Édouard était un homme aux moyens considérables. Il possédait plusieurs propriétés de luxe, des actions dans certaines des plus grandes entreprises du pays, et 2 grandes entreprises ici en ville. Sa valeur nette, à la dernière évaluation, s'élève à 18 millions de dollars. La mâchoire de Jane tomba, son esprit luttant pour traiter le chiffre. 18 millions? Oui, confirma M. Bennett. Il vous a tout laissé, y compris le domaine familial à Metama et un Pantouz ici en ville. Ces entreprises, un hôtel de luxe et une entreprise de logistique prospère, sont également maintenant à votre nom. Jane se pencha en arrière dans son fauteuil, la tête lui tournant. Mais pourquoi moi? Pourquoi pas quelqu'un qu'il connaissait vraiment? L'avocat sourit légèrement. Selon son testament, M. Édouard admirait votre honnêteté et votre persévérance. Il a suivi votre parcours discrètement par le biais de connaissances mutuelles et a estimé que vous incarniez les valeurs qui lui étaient chères. Cet héritage était sa façon de vous donner la vie qu'il croyait que vous méritiez. Des larmes montèrent aux yeux de Jane. Elle avait passé toute sa vie à se frayer un chemin hors des difficultés, sans jamais s'attendre à ce que quoi que ce soit lui soit donné. Et maintenant, sortie de nulle part, sa vie avait changé en un instant. Que se passe-t-il maintenant? Demanda-t-elle, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Monsieur Bennett fit glisser une série de documents vers elle. Vous devrez signer ces papiers pour transférer officiellement la propriété des actifs. Une fois cela fait, mon équipe vous aidera à gérer les propriétés et les entreprises jusqu'à ce que vous décidiez comment vous souhaitez procéder. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Jane emménagea dans le luxueux Pantouz, un espace tentaculaire avec des baies vitrées offrant une vue imprenable sur la ville. L'appartement était bien loin de la chambre exiguë qu'elle avait partagée avec sa tante. Chaque matin, elle se réveillait à la réalité surréaliste de sa nouvelle vie, s'attendant encore à moitié à ce que ce soit un rêve. La nouvelle de son héritage se répandit rapidement, et avec elle vint une vague d'admiration et de jalousie. D'anciennes connaissances refirent surface, leurs messages de félicitations teintés de subtiles allusions à l'envie. Mais c'est la réaction de sa famille qui la secoua le plus. Un soir, alors que Jane était assise dans son nouveau salon à examiner les plans de rénovation de l'hôtel, la sonnette retentit. Elle n'attendait personne, mais elle se leva pour répondre, ses talons claquant doucement sur le sol en marbre. Quand elle ouvrit la porte, elle se figea. Devant elle se tenait sa tante, flanquée de ses 2 cousins. Jane, commença sa tante, sa voix inhabituellement douce. Pouvons-nous entrer? La prise de Jane sur la porte se resserra. Que faites-vous ici? L'expression de sa tante vacilla, mais elle se reprit rapidement. Nous avons entendu parler de ta bonne fortune, et nous voulions te féliciter. Jane étudia leur visage, son regard acéré. Me féliciter? Vraiment? Après tout ce que vous m'avez fait subir? Son cousin, le plus jeune des 2, s'avança. Jane, nous sommes désolés de la façon dont nous t'avons traité. Vraiment. Nous avions tort. Jane haussa un sourcil, croisant les bras. Et maintenant que j'ai de l'argent, vous avez soudainement trouvé dans vos cœurs de vous excuser. Le visage de sa tante rougit. Ce n'est pas juste, Jane. Nous avons tous fait des erreurs, mais nous sommes toujours une famille. Ne pouvons-nous pas tourner la page? Le rire de Jane était amer. Une famille? Vous m'avez jeté comme une ordure. Vous êtes resté là à me laisser souffrir. Et maintenant vous voulez parler de famille. La pièce devint silencieuse, la tension épaisse. Sa tante se tordit nerveusement les mains. Jane, s'il te plaît. Nous ne sommes pas là pour nous battre. Nous sommes là parce que nous avons besoin de ton aide. Les yeux de Jane se plissèrent. De l'aide? Bien sûr. De quoi avez-vous besoin? De l'argent. Un endroit où rester. Son cousin aîné, qui était resté silencieux jusqu'à présent, prit la parole. Nous avons tout perdu, Jane. La maison. Nos économies. Nous n'avons nulle part où aller. Le cœur de Jane se serra. Malgré sa colère, elle ne pouvait ignorer le désespoir dans leur voix. Mais elle ne pouvait pas non plus oublier la douleur qu'il lui avait causée. Elle prit une profonde inspiration, sa voix ferme. Je vous aiderai, mais à mes conditions. Je vous fournirai un logement temporaire et une petite allocation. Mais ne confondez pas cela avec le pardon. La confiance prend du temps à se reconstruire, et vous avez beaucoup à prouver.
Les yeux de sa tante se remplirent de larmes, sa voix tremblante. « Merci, Jane. Tu es une meilleure personne que je ne l'ai jamais été. » Jane s'écarta, les laissant entrer. Alors qu'il s'asseyait, elle réalisa que sa nouvelle richesse n'était pas seulement une bénédiction. C'était un test. Un test de son caractère, de sa résilience et de sa capacité à s'élever au-dessus de la douleur du passé. Dans les jours qui suivirent, Jane s'efforça de trouver un équilibre entre aider sa famille et se protéger d'être exploitée. Elle fit appel à des conseillers financiers pour gérer ses actifs et fixa des limites claires avec ses proches. Sa vie était loin d'être parfaite, mais alors qu'elle se tenait sur le balcon de son Penthouse un soir, regardant les lumières de la ville scintiller en dessous, elle ressentit un sentiment de paix. Son voyage avait été long et douloureux, mais il l'avait conduite à un lieu de force et de but. Jane savait que son histoire n'était pas seulement une question de richesse. C'était une question de résilience, de pardon et du pouvoir de rester fidèle à soi-même. Et alors qu'elle se préparait pour le prochain chapitre de sa vie, elle se sentait prête à affronter tous les défis à venir. Jane était assise dans son vaste salon, sa posture droite et son expression indéchiffrable alors que sa tante et ses cousins s'agenouillaient devant elle. Le désespoir dans leurs yeux était évident, leur voix se brisant de supplications. « Jane, s'il te plaît, pardonne-nous, » dit sa tante, des larmes coulant sur son visage. « Nous avons fait des erreurs, mais nous sommes une famille. Aide-nous cette fois-ci. » Le regard de Jane se durcit. « Une famille ? Vous m'avez mise à la porte quand je n'avais rien. Vous m'avez laissé souffrir pendant que vous viviez confortablement. Maintenant vous voulez mon pardon parce que je suis riche ? » Son jeune cousin intervint. « Nous avions tort, Jane. Nous étions jeunes et stupides. S'il te plaît, donne-nous juste une chance de recommencer. » Jane se pencha en avant, son ton glacial mais ferme. « Je vous pardonnerai, mais le pardon ne signifie pas effacer les conséquences de vos actions. Vous devez faire face à la vie que vous vous êtes construite. » Sa tante sanglota doucement, mais Jane resta résolue. « J'honorerai mes valeurs en aidant ceux qui sont vraiment dans le besoin. Des enfants comme je l'étais autrefois, qui n'ont personne. Ma fortune ira à des œuvres caritatives, pas à encourager les mauvais comportements. » Alors que sa tante et ses cousins partaient, Jane se sentit forte. Elle avait fermé la porte sur un chapitre douloureux, choisissant la justice et un but plutôt que l'obligation. Le grand hall scintillait d'élégance, les bruits de verre qui tintent et de rires doux remplissant l'air. Jane se tenait au centre de tout cela, radieuse dans une robe de soirée vaporeuse, tandis que les invités applaudissaient son dévouement à la philanthropie. Wyatt, son fiancé et partenaire dans ses projets, monta sur scène, un microphone à la main. Sa voix était calme mais remplie d'émotion. « Mesdames et messieurs, ce soir nous célébrons la résilience, la générosité et l'amour. Mais plus que cela, je célèbre Jane, la femme qui a transformé chaque obstacle en tremplin. » Les yeux de Jane brillèrent alors que Wyatt s'approchait d'elle, une boîte en velours à la main. Il s'agenouilla devant elle, et la salle devint silencieuse. « Jane, tu m'as inspiré d'une manière que je ne peux exprimer. Tu m'as montré à quoi ressemble la force, et je veux passer ma vie à te soutenir et à construire un avenir avec toi. Veux-tu m'épouser ?» Des larmes roulèrent sur les joues de Jane alors que la foule éclatait en acclamations. Elle hocha la tête, sa voix tremblante. « Oui, Wyatt. 1000 fois oui. » Alors qu'il lui glissait la bague au doigt, la salle explosa d'applaudissements. Pour la première fois, Jane se sentit vraiment complète, son parcours de la misère à l'amour et à l'épanouissement atteignant enfin son apogée. Changement d'emploi stress est investi plus que de l'argent dans cette relation. Elle avait investi son cœur, son temps, sa dévotion inébranlable. L'amertume de la trahison aurait pu l'engloutir tout entière. Pourtant, Elise se retrouva à répéter doucement des mots d'auto-assurance. « J'ai fait de mon mieux. J'ai tout donné. » Elle reconnut que la faute ne lui incombait pas, mais à la décision de Mark de courir après un frisson superficiel, et au désir malveillant d'Olivia de prendre ce qui ne lui appartenait pas. Ses pensées se tournèrent vers l'arrangement juridique que Mark avait fait, les 90% de sa fortune toujours techniquement à son nom. Elle se demanda s'il essaierait vraiment de le contester en justice, ou si l'embarras et le coup le dissuaderaient. Une partie d'elle ne voulait plus jamais le revoir. S'il était sage, il accepterait le peu qui lui restait et passerait à autre chose. Mais la fierté de Mark pourrait le pousser à tenter une lutte juridique. Elise se dit qu'elle serait prête.
Un coup à la porte de sa chambre la tira de sa rêverie. « Entrez », dit-elle doucement, s'attendant à sa mère ou son père. Au lieu de cela, c'était sa mère, Rosemary, portant une tasse fumante de tisane à la camomille. Elle ferma la porte derrière elle et s'approcha d'Élise avec une expression douce. « Je pensais que tu aurais besoin de quelque chose de chaud, » dit Rosemary en posant la tasse sur le rebord de la fenêtre. Elle fit une pause, scrutant le visage d'Élise. « Comment tu tiens le coup ?» Élise laissa échapper un soupir rauque. « Je me sens engourdie et en colère, et soulagée d'une manière étrange. » Rosemary hocha la tête. « Je comprends. Ton père ressent la même chose. Il voulait se précipiter pour te défendre, mais nous savons tous les deux que tu es assez forte pour tenir bon. » Elle posa une main sur l'épaule d'Élise. « Je suis fière de la façon dont tu as géré tout ça. » Les larmes piquèrent à nouveau les yeux d'Élise. « Je n'ai jamais voulu que ça se termine comme ça, maman. » Rosemary lui fit un triste sourire. « Personne ne rêve d'un chagrin d'amour, mais parfois, nous ne pouvons pas contrôler la façon dont les autres choisissent d'agir. » Marc et Olivia ont montré leur vrai visage. « Au moins, tu connais la vérité maintenant, plutôt que de vivre dans un mensonge. » Élise sirota la tisane, laissant la chaleur s'installer dans sa poitrine. Elle regarda sa mère, sa voix tremblante. « Merci d'être là. Je me sens si perdue. » Sa mère se pencha et la serra dans ses bras. « Nous sommes toujours là. Prends tout le temps dont tu as besoin pour guérir. » Elles restèrent assises en silence un moment, écoutant le murmure du vent dehors. Finalement, Rosemary se leva, prenant la tasse vide des mains d'Élise. Elle serra doucement les doigts de sa fille et quitta la pièce, l'encourageant à se reposer. Élise regarda sa mère disparaître dans le couloir et sentit une douleur dans sa poitrine, une douleur pour l'unité familiale qu'elle avait espéré élargir en épousant Marc. Au lieu de cela, elle avait été brisée par la trahison de lui et de sa propre cousine. La tisane terminée, Élise éteignit la lampe. L'obscurité enveloppa la pièce. Elle se glissa sous ses couvertures, trop épuisée émotionnellement pour faire autre chose. Pendant longtemps, elle fixa les ombres, rejouant les événements de la journée. Elle imagina le sourire cruel d'Olivia, les yeux vides de Marc, ses propres mains tremblantes tenant cette bague. Mais plus elle s'y attardait, plus elle réalisait que ressasser ne ferait qu'approfondir la blessure. Finalement, l'épuisement prit le dessus et Élise sombra dans un sommeil agité. Elle rêva de temps meilleurs, de jours ensoleillés dans un champ de fleurs sauvages, de marcher main dans la main avec quelqu'un qui l'aimait vraiment et profondément. Bien que ce visage dans le rêve ne fût pas clair, il lui apporta une faible lueur de réconfort. Elle s'accrocha à l'idée que la vie pouvait encore contenir du bonheur au-delà de ce chagrin. Dehors, la lune continuait sa veille silencieuse. Le jour de Thanksgiving s'était achevé sur un cœur brisé, mais sous ce chagrin se trouvaient les graines de la transformation. Et parfois, mes chers, c'est la nature de ces contes. Le chagrin d'amour pave la route vers un moi plus fort. Mais pour l'instant, Élise dormait simplement, laissant le temps la porter vers ce que demain pourrait apporter. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, projetant de doux rectangles de soleil sur le sol de la chambre d'Élise. Elle cligna des yeux pour se réveiller, ses yeux granuleux des larmes versées la nuit précédente. Son esprit mit un moment à rattraper la réalité. Puis, comme une piqûre aiguë, elle se souvint de tout. Le rejet de Marc, le visage suffisant d'Olivia, la scène humiliante de la demande en mariage. Elle prit une inspiration tremblante et se força à sortir du lit. Elle s'aspergea le visage d'eau dans la salle de bain, fixant son reflet dans le miroir. Ses yeux étaient gonflés, ses joues encore rouges d'avoir pleuré. Mais elle reconnut la lueur de résilience derrière ce regard fatigué. En bas, ses parents rangeaient discrètement les restes du festin de Thanksgiving. La vaisselle empilée dans l'évier, les restes de dinde scellés dans des récipients pour de futurs repas, le linge de table rassemblé pour le lavage. Quand Élise apparut, tous deux se tournèrent pour la regarder. « Bonjour, ma chérie », dit doucement Georges en posant un torchon. « Nous te laissions te reposer. » Élise hocha la tête. « Merci. » Sa voix était sourde, mais elle esquissa un petit sourire pour eux. Rosemary fit signe à Élise de s'asseoir à table, où un simple petit déjeuner de toast et d'œufs brouillés était préparé. Élise s'assit, prenant quelques bouchées hésitantes. Elle constata qu'elle avait plus faim qu'elle ne le pensait. Le chagrin peut parfois attiser un appétit inattendu. Pendant qu'elle mangeait, son esprit revint à l'expression finale de Marc la veille.
La panique, la fierté blessée, le choc du rejet brutal d'Olivia. Il était arrivé à la soirée avec des illusions de triomphe. Peut-être s'attendait-il à ce qu'Élise s'effondre en silence. Au lieu de cela, il était parti sans fiancée, sans amante cousine solidaire, et presque sans richesse à son nom. La justice, dans un sens tordu. La mère d'Élise la rejoignit à table, sirotant son café. « J'ai eu des nouvelles de tante Harriet ce matin », mentionna-t-elle doucement. « Elle voulait prendre de tes nouvelles pour s'assurer que tu allais bien. » Élise hocha la tête, reconnaissante de l'inquiétude d'Harriet. « Je vais bien. Je suis juste encore en train de tout digérer. » Georges s'éclaircit la gorge, l'inquiétude évidente dans ses yeux. « À propos des actifs de Marc. Vas-tu faire quelque chose immédiatement ?» Élise y réfléchit. « Je ne me précipite pas pour faire quoi que ce soit. Je ne veux pas être vindicative, mais si Marc essaie de contester l'accord, je le défendrai. Il a choisi de trahir ma confiance. Je ne le laisserai pas s'en tirer et garder l'argent en plus. » Son père posa une main sur la sienne. « Nous soutenons ta décision, quelle qu'elle soit. Sache juste que tu n'as pas à te sentir coupable. C'est lui qui a fait ça, pas toi. » Elle ferma les yeux un instant, essayant de retenir une nouvelle vague d'émotion. « Je sais, papa. C'est juste que je n'ai jamais voulu ça comme ça. Je n'ai jamais voulu son argent. Je voulais seulement construire une vie ensemble. » Rosemary se pencha en avant. « Élise, ma chérie, avec le temps, tu guériras de ça. Tu es forte. Tu n'en as peut-être pas l'impression maintenant, mais tu t'en sortiras. » Élise expira lentement. Elle termina son petit déjeuner, puis se leva pour aider à faire la vaisselle, accueillant la tâche banale comme une distraction de ses pensées tourbillonnantes. En lavant et séchant les assiettes, elle se retrouva à réciter un mantra silencieux. « Ce n'est pas ma faute. Je suis digne. Je suis libre. » Dehors, le soleil brillait sur la pelouse givrée. La saison des fêtes continuerait, mais le Thanksgiving de cette année resterait un souvenir cruel, un jalon de trahison qui marquait la fin d'un chapitre et le début d'un autre. Non, le chagrin d'Élise était loin d'être résolu. Elle ferait probablement face à plus de larmes, à plus d'accès de colère dans les jours à venir. Mais le fiasco humiliant du dîner de famille l'avait libérée de manière inattendue des illusions sur Marc, de toute peur d'être un second choix, et d'un avenir construit sur des fondations fragiles. Maintenant, pour le meilleur ou pour le pire, elle se tenait seule avec une volonté de faire qu'elle ne se connaissait pas. Quant à Marc et Olivia, personne dans la famille Thorne n'avait eu de leurs nouvelles ce matin-là. Olivia, qui s'était autrefois pavanée comme un pan dans les cercles sociaux, devrait expliquer son fiasco de Thanksgiving aux autres si elle le choisissait. Marc chercherait sans aucun doute des conseils juridiques ou penserait peut-être sa fierté blessée en silence. On ne pouvait que deviner, mais pour la première fois en une décennie, Élise constata qu'elle ne se souciait pas outre mesure de savoir où se trouvait Marc. Un sentiment de finalité l'enveloppa comme un manteau protecteur. En milieu de matinée, Élise décida de sortir pour une petite promenade. L'air froid lui piqua les joues, mais elle l'accueillit. Elle se promena dans les rues calmes du quartier, réfléchissant à la rapidité avec laquelle la vie peut basculer sous nos pieds. Un jour auparavant, elle débordait d'amour et d'espoir. Maintenant, elle portait un cœur brisé et les graines d'un esprit meurtri mais résili. Et voilà, mes chéris, l'histoire telle qu'elle est. Une trahison si effrontée qu'elle a eu lieu à une table destinée à la gratitude. Une humiliation si publique qu'on pourrait penser qu'elle briserait une personne pour toujours. Pourtant, dans son heure la plus sombre, Élise a découvert une réserve cachée de force. Elle a affronté Marc et Olivia, révélé la vérité sur la fortune qui lui avait cédé, et les a regardés s'effondrer sous leur propre insensibilité. Au final, Marc s'est retrouvé seul, dépouillé des illusions qui avaient alimenté sa trahison, tandis qu'Olivia est partie sans les richesses qu'elle espérait revendiquer. Comme le disent les sages, chaque trahison porte en elle les germes de sa propre ruine. Élise, autrefois humiliée, en est sortie avec sa dignité. Marc, autrefois si sûr de sa ruse, a tout perdu. Olivia, autrefois triomphante, a réalisé qu'elle n'avait rien gagné de durable. L'histoire d'Élise ne se termine pas ici, mais nous la laisserons à ce point. Car son chemin est celui de la guérison et de l'introspection silencieuse, des affaires de cœur qui demandent du temps et du courage. Tout ce que nous devons savoir, c'est que ce matin glacial de novembre, Marc s'est retrouvé sans amour, sans le confort de la richesse,
et sans la sécurité pour laquelle il avait trahi Élise. Les mots durs d'Olivia résonnaient dans l'air. Je ne m'engage pas pour tes mensonges et ta pauvreté. Avec ces mots, elle lui a tourné le dos à la même table où ils avaient orchestré la chute d'Élise. Et ainsi, mes chers, souvenons-nous que parfois, même dans les profondeurs d'un chagrin d'amour, il y a une étrange sorte de justice. La trahison a une façon de punir ceux qui la manient. Et ceux qui ont un cœur honnête, comme Élise, peuvent être humiliés un instant, mais trouvent souvent une lueur d'espoir, même dans les ombres les plus sombres.